Peut avoir des moments où on est un petit peu moins bien. Le repérage se fait beaucoup sur la durée. Quand dans la durée, on a des problématiques qui s'installent dans le temps, là, il est intéressant de repérer en fait ces problématiques. Donc du coup, sur notre thème du cross, quel est le lien entre le sport et la santé mentale en fait, hein? Est-ce que finalement être en bonne condition physique, ça signifie être en bonne santé mentale? Donc ça, c'est une grande question où on pourrait ouvrir un débat. La réponse, en vérité, elle est plutôt simple en fait, hein. C'est vrai que la santé mentale et la santé physique sont indissociables en fait, hein. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas de santé mentale sans santé physique et inversement en fait, hein. C'est-à-dire que les deux sont interdépendantes. C'est vrai que là, on va dire que le discours sur la santé mentale, notamment dans le milieu du sport, il s'est vraiment ouvert. Maintenant, il y a de plus en plus de sportifs qui parlent ouvertement de leur santé mentale. Je vous donne voilà, une petite enquête qui a été faite donc en 2017 par le CIO. Les résultats ont été présentés en 2018 et ici on a les résultats définitifs de 2021 qui ont été faits auprès de sportifs de haut niveau. Et je vous mettrai le lien dans le chat. Et effectivement, on voit que le premier mot qui vient à l'esprit quand on entend parler de symptômes de santé mentale, pour 55% des personnes, on parle de dépression. 33% des sportifs interrogés évoquent le stress, 20% le mot d'anxiété et ou de pression. Et effectivement, on voit que quand les sportifs, là ici de haut niveau, ont des problématiques de santé mentale, leur famille et leurs collègues sont vraiment les premières personnes à qui ils en parlent. Et on a encore une très faible part de sportifs qui vont en parler justement au club, aux fédérations, aux entraîneurs, parce que dans le milieu du sport encore, et comme partout, en fait, la santé mentale, ça fait peur. On le voit sur le nuage de mots qui est ici en anglais, parce que c'est une étude qui a été faite en anglais. Vous pourrez la traduire, je vous enverrai le lien. Et on voit aussi apparaître dans les mots, pour ceux qui parlent anglais, qu'on parle aussi de fou, hein, de crazy, de psychiatrie, de faiblesse. Donc on a encore tout ça comme mots qui nous viennent à l'esprit quand on parle de santé mentale aussi dans le sport. Donc c'est un tabou qui reste bien présent dans ces milieux-là. Heureusement, voilà, de nombreux sportifs, comme on peut le voir, en parlent, hein, Teddy Riner, il y en a d'autres, et vraiment, on voit que vraiment, là, Raphaël Poulain, je prends bien son exemple parce que c'est vrai qu'il a évolué dans le monde du rugby, donc c'est vrai que lui, quand il en parle, il dit que le milieu du rugby, c'est quand même quelque chose où on doit être fort, en fait, hein. Parler de problématiques de santé mentale, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement, puisqu'on n'a pas envie d'être considéré comme faible, hein. On est vraiment dans l'esprit de guerrier, et vraiment, je trouve que voilà, tous ces sportifs, euh, c'est bien qu'ils en parlent, hein. On voit Fanny Pelletier aussi, on entend beaucoup parler que les athlètes se considèrent avant tout comme des athlètes et pas forcément comme des personnes ayant des émotions, etc. Et en fait, ça, c'est un langage qui change. On le voit notamment, c'est pour ça que je vous ai mis le petit logo aussi sur Paris 2024, hein, où ça a quand même été, là, on a vu apparaître dans le village un stand dédié à la santé mentale, hein, donc pour les sportifs et les jeunes sportifs et tous ceux qui s'intéressent à la santé mentale. Donc vraiment avec une grande prise de conscience dans le milieu du sport sur qu'est-ce que c'est la santé mentale. Voilà, il y a d'autres athlètes. Moi, je vous parle de ça parce que je trouve que c'est bien. Je suis d'accord avec le docteur Richard Budget qui dit aussi que parler de santé mentale pour des sportifs qui sont connus, ça permet aussi dans les clubs, dans les fédérations, au niveau du terrain, d'ouvrir cette question-là de santé mentale, notamment auprès des pratiquants, auprès des jeunes, et que le milieu du sport aussi peut être un lieu de détection des problématiques de santé mentale, peut être un lieu d'accompagnement pour les problématiques de santé mentale, peut aussi être un lieu d'inclusion pour des personnes qui connaîtraient des problématiques de santé mentale et souhaiteraient pratiquer le sport. C'est vrai qu'au niveau scientifique,
Christian Guibert le rappelait en introduction, le sport, il y a de nombreuses études, voilà, c'est plus à prouver que le sport, ça amène aussi un mieux-être au niveau physique et mental. Beaucoup d'études, notamment nous, dans les premiers secours en santé mentale, montrent que dans les situations de dépression ou d'anxiété, pratiquer un sport, encore une fois, à son niveau, avec ses capacités physiques, ça favorise le mieux-être sur la santé mentale, ça favorise ce qu'on appelle le rétablissement, on parle de rétablissement en santé mentale, et donc on voit l'importance du sport pour toutes ces problématiques, mais on voit aussi que le sport peut vraiment être un lieu d'accompagnement, d'aide pour les personnes qui ne vont pas bien et de repérage. Là, on parle de sportifs de haut niveau, mais effectivement, dans tous les domaines du sport, on rencontre des personnes qui sont touchées sur différentes problématiques. Il faut savoir qu'aussi au niveau de l'OMS, euh, dit qu'une personne sur quatre, au cours de sa vie, sera touchée par une problématique de santé mentale. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est à la marge, en fait, hein, comme vous pourrez le croire. Je vous mettrai le lien. On voulait vous passer un petit extrait d'un film, mais on n'a pas réussi à mettre le son. C'est pas grave, je vous mettrai le lien. Beaucoup de sportifs de haut niveau parlent aussi de leur santé mentale, notamment dans ce reportage Strong que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous pouvez regarder l'extrait et voilà, on voit aussi au niveau des préparations, des suivis, aussi des reconversions aussi dans les carrières à des sportifs, comment la santé mentale influence au niveau de problématiques d'anxiété et de dépression. Donc, pour vous présenter la formation des premiers secours en santé mentale, il faut savoir que c'est une formation qui vient d'Australie, qui a été créée dans les années 2000 par Betty Kirchner, qui s'est posé une question plutôt simple, à mon avis, qui nous disait qu'il y a des premiers secours en santé physique, et comment ça se fait qu'en santé mentale, il n'y a pas de premiers secours. Donc elle a créé un programme qui est devenu plutôt sur une idée ambitieuse, parce que maintenant c'est un programme qui se déploie au niveau mondial. Donc son idée, c'est de former des secouristes dans le monde entier sur les mêmes bases. Chaque programme, évidemment, est adapté au pays d'origine. Donc en France, il est adapté à la culture, aux données scientifiques françaises, aussi au système d'accompagnement santé mentale qu'on peut trouver en France. Nous, au niveau de premiers secours en santé mentale, on est à 200 000 secouristes qui sont formés en France. Et l'objectif pour 2030, ça serait de former 750 000 secouristes pour que la santé mentale ne soit plus tabou, qu'on en parle librement comme la santé physique, qu'on n'ait plus peur de dire des moments où ça va mal. Et surtout, pouvoir recueillir la parole et écouter, avoir aussi des méthodologies pour, quand quelqu'un vous parle de sa santé mentale, savoir intervenir, trouver les mots, se sentir aussi d'intervenir. En tout cas, mieux connaître la santé mentale pour déstigmatiser toutes ces problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, rapidement, une fois que les personnes sont formées comme secouristes en santé mentale, ils seront en capacité donc de prendre soin, de repérer chez eux aussi des signes qui peuvent indiquer que je suis en moins bonne santé mentale, connaître évidemment les principaux troubles que sont l'anxiété, la dépression, les addictions et pensées, intentions suicidaires et comment intervenir dans ces situations-là. Évidemment, identifier les symptômes pour mieux aider les personnes qui pratiquent un sport avec moi, mes collègues, mais aussi au travail, dans ma vie personnelle. Évidemment, adopter une posture appropriée et appliquer la méthode qui s'appelle aérer dans les premiers secours en santé mentale, qui sera déployée un peu plus, on va dire, largement dans la formation, mais qui consiste vraiment à déployer un plan d'action comme on peut avoir dans les premiers secours en santé physique, qui est protéger, alerter et secourir. Rapidement, voilà, il y a un manuel de 150 pages qui est distribué. On va parler donc d'identifier les symptômes et c'est une formation qui dure 14 heures, donc qui va durer 2 jours consécutifs ou non consécutifs, qui peut se séparer sur une quinzaine de jours ou 4 demi-journées, éventuellement sur des modules en visio que moi-même je n'ai jamais animé parce que c'est vrai que sur la santé mentale, le présentiel amène beaucoup. Les gens parlent de leur expérience, de leur savoir expérientiel et ça favorise les échanges. On peut aussi faire des exercices pratiques dans le cadre de cette formation pour apprendre à accompagner.
Et voilà un petit peu là, une présentation de ce que c'est que les premiers secours en santé mentale. N'hésitez pas à poser vos questions dans les chats. Bah, là, pour moi, je vous remercie pour votre attention. Évidemment, j'espère que cette présentation vous aura donné envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que c'est que ce programme. N'hésitez pas à aller sur le site de PSSM France pour avoir plus de matière. Vous avez aussi beaucoup d'articles, beaucoup de littérature, beaucoup d'études, notamment sur le sport, qui sont partagées sur le site. Donc, merci à tous pour votre attention et très bon webinaire. Merci Patrick. Comme il te reste un peu dans ton timing quelques minutes, moi j'en profite pour te relancer sur une question. Est-ce que si demain on veut accueillir du public en inclusion par rapport à des problématiques de santé mentale, un public qui pourrait être recommandé par un médecin ou qui est qui peut être un peu dans des structures de soins, est-ce que finalement passer ces premiers secours, ça va faciliter le travail de l'éducateur? Évidemment, parce que déjà, ça va vraiment nous aider à mieux connaître de ce dont va nous parler la personne, hein, déjà, de connaître les principaux troubles, donc aussi de travailler sur sa propre représentation de la santé mentale, hein, parce qu'on a tous des représentations sur la santé mentale. La santé mentale, quelqu'un qui ne va pas très bien, ça peut faire peur, hein. Christian Guibert le disait en introduction, c'est vrai que dans le milieu sportif, face à un éducateur, par exemple, si je me blesse à la cheville, j'aurais pas de problème pour lui dire ah, bah, je crois que je me suis blessé à la cheville, j'ai un petit peu mal, est-ce que tu pourrais regarder? Par contre, si je vais pas très bien, que je me sens pas bien avec les autres ou que je ressens des difficultés, là, ça va être un petit peu plus complexe pour moi de venir en parler. Et là, du coup, être formé aussi au premier secours en santé mentale, ça va permettre d'accueillir la parole et de savoir aussi vers où orienter. Et dans différents clubs qui ont commencé aussi à mettre en place ces premiers secours en santé mentale, ça permet aussi également d'avoir une façon euh, harmonieuse et en tout cas commune d'intervenir quand il y a des problématiques de santé mentale qui sont soulevées, donc d'avoir un peu la même méthodologie et de travailler aussi sur la mise en place de cellules de repérage, de référents, créer du réseau aussi autour de cette santé mentale, parce qu'on parle beaucoup de médecine du sport, de psychologues, mais ça permet aussi de travailler en fait sur une autre approche de l'accompagnement pour ces personnes. Merci beaucoup. Je pense qu'il y aura des questions, on y reviendra tout à l'heure. Je vais passer la parole à Pascaline, donc qui s'occupe, voilà, normalement, on doit être sur la bonne diapo, donc qui s'occupe du conseil local en santé mentale de la ville d'Antibes. Ces organismes, les conseils locaux en santé mentale, n'ont pas encore toute la notoriété dont on pourrait penser. Ce n'est pas bien connu. Donc l'idée aussi avec Pascaline, bah, c'est de nous en présenter un, nous expliquer quel est leur travail. Ce sont des organes qui montent en puissance, qui sont supportés avec les collectivités. Et donc, eh bien, Pascaline, je vous laisse la parole. Merci. Donc, je vais vous parler du Conseil local de santé mentale de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins, conseil local que je coordonne. Et je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent les CLSM. Ça va être le raccourci du Conseil local de santé mentale et ce que nous, on a fait en particulier sur la ville d'Antibes en termes d'actions concrètes. Donc, diapo suivante, Véronique, merci. Alors, la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un conseil de santé mentale? En fait, c'est un espace, on pourrait dire aussi un dispositif, une démarche de concertation, de coordination entre, d'une part, la commune ou l'intercommunalité, les établissements de psychiatrie, qu'ils soient publics ou privés, les professionnels de la santé, du médico-social, du social, ce qu'on appelle les usagers, c'est-à-dire les personnes qui vivent avec des troubles psychiques, les aidants, c'est-à-dire leur famille, mais aussi, et c'est ça l'intérêt d'un conseil local de santé mentale, tous les acteurs qui sont concernés, donc ça peut être les forces de l'ordre, l'éducation, le logement et le sport, enfin tout ce qui est sportif et culture. Merci. Pour la diapo suivante, voilà. Alors en termes de cadre de référence, d'où viennent ces CLSM? En fait, à la base, ils sont créés sur une ville ou sur une agglomération. Ils font une volonté politique locale, c'est-à-dire que c'est le maire
ou le président de l'agglomération qui prend la décision de créer un conseil local de santé mentale sur son territoire. En France, donc ça existe depuis plus de 15 ans. Il y en a 280 actuellement. Il y en a 18 en région PACA et avec une concentration dans le département des Alpes-Maritimes, le 06, où on est à 11 CLSM. C'est un dispositif qui n'est pas obligatoire, mais qui commence à être de plus en plus recommandé dans les textes législatifs ou les différents rapports. En l'occurrence, donc ça a démarré avec la loi de 2016 qui était relative à la modernisation du système de santé. Ensuite, on a eu la feuille de route de santé mentale et de psychiatrie, la première en 2018 et puis la dernière en 2024 qui recommande ces dispositifs-là. La Cour des comptes l'a en effet aussi relevé dans son rapport par rapport au parcours dans l'organisation des soins en psychiatrie. Et dernièrement, le Haut Commissariat du Plan l'a préconisé dans son rapport, notamment pour la prise en charge des troubles psychiques. Voilà. Alors, quand on parle d'un CLSM au niveau d'une ville, par exemple, en l'occurrence Antibes, ça comporte un peu une vision très large. C'est-à-dire, bon, d'abord, on s'occupe des habitants. Sur la ville d'Antibes, on en a à peu près 75 000. On a la particularité d'être essentiellement touristique, puisqu'on est au bord de mer. On a presque un tiers des habitations qui sont en résidence secondaire. Il faut aussi se préoccuper de l'offre culture et sport. Et pour le sport, nous avons 5 stades, 7 gymnases, une maison sport santé. Et sur les stades, évidemment, on a un stade olympique pour la natation. Il faut s'intéresser aussi à l'offre scolaire, donc avec tous les établissements depuis la maternelle jusqu'au lycée, même peut-être les études supérieures. Au niveau de l'emploi, les différents organismes qui sont liés à l'emploi. Quelle est l'offre aussi en termes d'environnement qu'on considère comme protecteur, facilitant pour la santé mentale, et bon, en l'occurrence, c'est tout ce qui concerne la verdure, les espaces verts, donc on a des parcs, et on a surtout, depuis 2-3 ans, des jardins partagés au niveau de chaque quartier qui permet aux personnes qui vivent en appartement essentiellement de se retrouver, de cultiver une terre qui est mise à disposition par la ville et tout ça. Il y a toute la question du logement qui est très importante aussi. Donc, nous, c'est une compétence qui est de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, et la ville d'Antibes en fait partie, avec un dispositif particulier qui est le logement d'abord. Et puis après, évidemment, ça c'est pas logique, il faut bien connaître et bien identifier toute l'offre de santé, l'offre médico-sociale. Et donc, nous, sur la ville d'Antibes, on a un hôpital public avec des services de psychiatrie adultes et enfants et adolescents. Merci. Alors, comment fonctionne un conseil local de santé mentale? Pour Antibes, il a été créé en 2015. C'est toujours un fonctionnement pluripartenarial qui fait l'objet d'une convention. Nous, sur Antibes, la convention, elle réunit 4 partenaires, à savoir la ville, son centre communal d'action sociale, le centre hospitalier et l'agence régionale de santé qui, elle, finance une partie du CLSM, en l'occurrence, une partie de mon poste de coordinatrice. Comme je vous disais, c'est une création qui émane d'une volonté politique. Du coup, le président du CLSM, c'est notre maire. Le vice-président, c'est son adjoint à la santé et à l'environnement. Et donc, comme le CLSM est porté par la ville, donc moi, je suis basée à la direction de la santé et de l'environnement de la ville d'Antibes. En termes de gouvernance, juste en termes de gouvernance, on a un comité de pilotage qui est assez restreint pour le nôtre et qui associe quand même aussi les familles d'usagers, l'UNAFAM. Et après, je vous expliquerai, on a des commissions de travail thématiques et on fait régulièrement une assemblée plénière. Merci. Les objectifs du CLSM, c'est de fédérer des acteurs de santé mentale au niveau local, en l'occurrence la commune, pour favoriser la santé mentale de la population, mais aussi améliorer l'insertion dans la cité des personnes qui vivent avec un trouble psychique. L'objectif transversal permanent, c'est promouvoir la bienveillance en santé mentale, autrement dit, lutter contre la stigmatisation en santé mentale, qui est un frein énorme à tous les niveaux.
Alors, notre fonctionnement, donc, nous avons 5 commissions thématiques. Chaque commission est présidée par un élu. Donc, voilà, nos élus municipaux sont bien sensibilisés à la santé mentale. On a une commission qui concerne les enfants, une autre les adolescents, une troisième sur l'emploi, une quatrième donc qui vous concerne plus parce que ça concerne la culture, le sport, loisirs, vie dans la cité, et la dernière, situation complexe. Merci. Les situations complexes, c'est vraiment plus pour les professionnels de la santé ou du logement qui sont sur le terrain et qui sont concernés par des situations qui sont tout à fait bloquées. On a essayé toutes les solutions, rien ne fonctionne et on pense qu'il y a une donne de santé mentale forte qui vient bloquer la situation et c'est pour ça qu'on se réunit donc au niveau de l'hôpital, en présence de la psychiatrie et des principaux acteurs du territoire qui peuvent agir pour essayer de trouver une solution collégiale. Merci. Alors, par exemple, ce qu'on peut faire, ce qu'on a fait au niveau de la commission enfants, scolarité, famille, on a surtout fait des actions de ce qu'on dit prévention primaire. Et en l'occurrence, on a déployé un programme qui développe les compétences psychosociales des enfants. C'est un programme dit probant, c'est-à-dire qu'il a fait ses preuves au niveau scientifique. Il vient des États-Unis et il s'appelle donc Good Behavior Game, qu'on pourrait traduire par le jeu du comportement adapté. L'intérêt, c'est qu'il est déployé sur une école entière auprès de tous les instituteurs, les enseignants. Donc, tous les enfants en bénéficient. Ça dure 1 an, la mise en œuvre du programme. Et tous les enseignants sont suivis tous les 15 jours par un superviseur du programme. Donc, il y a vraiment une application très forte. Et le résultat, au final, ce que l'on constate, c'est que les enfants apprennent à mieux suivre les consignes, à mieux s'entraider et à mieux s'exprimer quand ils ressentent quelque chose. Et sur le plan scientifique, on a pu prouver qu'à l'adolescence, ça réduisait les risques d'entrer dans les consommations de produits addictifs, ça diminuait les risques agressifs, et à l'âge adulte, ça diminuait les tentatives de suicide. Donc c'est vraiment un programme extrêmement efficace, intéressant, qui noue à une adhésion et un succès important sur la commune. On l'a complètement financé, la ville, dans le cadre de ce CLSM, et maintenant, au niveau de l'éducation nationale, dans le département, le rectorat a pris le relais pour cette année. Et en plus, nous, on a aussi financé le périscolaire pour qu'il y ait une cohérence d'action et du programme entre tous les adultes de l'école. Ce qui est important de dire là-dessus, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs... là, on touche un peu sur toutes les compétences de l'enfant et on développe ce qu'on appelle vraiment ces facteurs de protection. C'est vraiment intéressant comme programme, mais ça coûte très cher. Puis un autre petit programme qui s'appelle le Jardin du Dedans. Ça, c'est juste un outil pédagogique, ludique, pour parler de la santé mentale auprès des enfants de 8 à 11 ans et qui est basé aussi sur les compétences psychosociales. Merci. Oui. Alors, on a fait une action spéciale aussi sur le TDAH, donc les troubles du déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité, pour faciliter le repérage et l'accueil de ces enfants-là à l'école. Et donc, ça a été une action qui a été portée pendant 2 ans par la ville avec des spécialistes du TDAH qui sont venus du Québec, l'éducation nationale, l'hôpital avec la pédopsychiatrie. Et c'est une action qui a été portée auprès des enseignants, des parents, avec des conférences, des formations et la mise en place d'un groupe pour les parents concernés avec des enfants de TDAH, qu'on appelle la méthode Barclay, qui développe les habilités parentales. Merci. Pour la commission ados, jeunes adultes, addiction, une des actions, par exemple, ça a été de faire une conférence qui était publique, ouverte aux parents, aux professionnels et aux adolescents, et qui s'appelait « Symptômes adolescents et désarroi des parents », et qui a remporté un franc succès. Merci. Alors, pour en venir spécifiquement au sport, cette commission, donc culture, sport, loisirs, vie dans la cité, travaille essentiellement à
à faire vivre la santé mentale dans des domaines peu habituels que peuvent être la culture ou le sport. Donc nous, en 2024, année évidemment des Jeux olympiques et paralympiques, on en a profité pour organiser un colloque qu'on a intitulé Santé mentale et sport, performance et vulnérabilité. Donc c'était un colloque ouvert à tous, gratuit. Il s'est fait un samedi au Palais des Congrès. Il venait en clôture, en termes de calendaire, ça venait en clôture de tous les événementiels qui avaient lieu autour des Jeux olympiques et paralympiques dans la ville. Et ça ouvrait les semaines d'information en santé mentale qui ont lieu chaque année à l'automne et qui portaient évidemment aussi sur le thème du mouvement, du sport, puisque c'était un mouvement pour ma santé mentale. On a eu 250 participants et on a mis 2 ans, pardon, oui, c'est bon. On a mis 2 ans pour organiser ce colloque et au départ, on avait invité tous les acteurs qui étaient concernés par la santé mentale, mais aussi par le sport. Et c'est fort de tous ces échanges que l'on a pu élaborer un programme qui a duré une demi-journée, alors qu'au départ, on était parti sur 2 jours. Voilà. Donc, le programme, il est en tout petit, mais je vais vous le dire. Donc, bien sûr, c'était un événement qui a été ouvert par, l'ouverture s'est faite par le maire, les élus étaient présents. Et donc, on avait commencé par avoir un éclairage santé mentale et sport par des psychiatres. Donc, on a eu un premier psychiatre qui a parlé de l'activité physique et du bien-être psychique, donc ce qu'on disait, les bienfaits du sport santé mentale, mais aussi l'activité physique. Un deuxième psychiatre qui a parlé du stress de la performance dans le sport, qui a bien analysé tout cela. Ensuite, on a eu l'intervention d'un préparateur mental. En l'occurrence, c'était Éric Poussard, qui travaille beaucoup pour développer ce métier-là et le faire reconnaître comme une profession en tant que telle. Puis, on a eu un intervenant psychologue qui a parlé de l'adolescence et du sport, et puis en particulier, justement, la vision pour les parents par rapport à leurs enfants et leur sport, et les adolescents, la vision qu'ils ont eux aussi par rapport au sport et leurs parents. C'est parfois intéressant à voir, ce n'est pas toujours concordant. On a eu aussi le témoignage d'un ancien international de basket qui, lui, a témoigné de son parcours où il y a eu un drame dans sa vie et du coup une grosse problématique d'addiction et de santé mentale. Il s'en est sorti, il a créé une association qui témoigne et qui fait de la prévention dans les établissements scolaires et dans les clubs sportifs. Et enfin, nous avons une tête d'affiche, Alain Bernard, champion olympique, et David Smetanine, champion de natation paralympique, qui ont aussi témoigné de leur parcours dans toute humilité et voilà, qui ont vraiment illustré le propos de performance et vulnérabilité. Pardon. Alors, comme le temps tourne un petit peu, si on va passer un petit peu plus vite sur les dernières diapos pour aller peut-être un peu sur. Merci. Oui, voilà, ça c'était aussi l'exemple d'une action qu'on fait chaque année sur le thème santé mentale et art avec une production d'art-thérapie qui est présentée à la médiathèque, ce qui permet un peu de toucher l'ensemble du public sur la santé mentale. Je vais vous proposer les premiers secours en santé mentale, vous aussi. Voilà, donc je suis par ailleurs aussi formatrice secours en santé mentale et je fais en tandem avec ma collègue du CCS la formation de tous les agents de la ville et du CCS qui sont volontaires, qui veulent le faire. Donc on le propose en formation interne et on le propose bien évidemment à la direction des sports. Donc nous avons régulièrement les animateurs qui viennent suivre cette formation-là. J'en profite pour poser une question parce que pour avoir discuté avec une autre structure qui a proposé cette formation en interne à ses salariés et tout, a priori, il y a un accueil très positif de cette formation par les agents ou les salariés. Est-ce que vous, les agents ont été très volontaires sur le fait de suivre ces formations?
Tout à fait. D'abord, on a eu un très bon accueil de la DRH qui nous a tout de suite dit oui sur ce projet-là, qui nous l'a vraiment facilité. Et dès qu'on l'a ouvert aux agents, on a eu tout de suite des listes d'attente et on est toujours en liste d'attente alors qu'on a déjà fait presque maintenant, on a exactement à 15 sessions de formation. On fait ça à peu près tous les 2 mois. Et c'est sur le temps de travail, c'est gratuit. Enfin voilà, tout est facilitant quoi, de le faire en interne. On participe aussi régulièrement au matinal emploi et handicap. Et là, simplement pour dire qu'on met l'accent, donc c'est ciblé auprès des RH, des différentes entreprises, et on met vraiment l'accent sur le rétablissement, la réhabilitation, qui est en fait un concept d'espoir. Et voilà, on a fait venir des intervenants qui venaient illustrer cela. Voilà, ce sont des nouveaux principes, des nouvelles actions où on part un peu de la personne qui est concernée par un trouble psychique et qui est acteur de son parcours, acteur dans le travail, acteur dans la vie de la cité. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Et au Forum Handicap, qui est organisé chaque année aussi par la ville d'Antibes, donc le CLSM présente toujours le handicap psychique en le faisant valoir pour mieux le faire connaître en tant que c'est un handicap invisible, sauf pendant les crises, et aussi de sensibiliser sur le fait que le handicap psychique est différent du handicap mental. Un point très important, faire la différenciation entre le handicap psychique et le handicap. C'est très important pour les uns comme pour les autres. Voilà, les personnes concernées sont très sensibles à cette différenciation-là. Voilà. Et puis, donc, il faut savoir, autant les conseils locaux de santé mentale se créent sur la base d'une volonté locale, autant maintenant, depuis quelques années, nous avons dans chaque département, c'est obligatoire d'avoir un projet territorial de santé mentale et qui exprime un peu toutes les initiatives qui peuvent être faites en santé mentale. C'est-à-dire, il y a la psychiatrie, bien évidemment, mais il y a tout ce qui va en dehors de la psychiatrie, au-delà de la psychiatrie, qui touche la vie des patients. Comment on peut connaître le projet territorial de santé mentale de son département? Vous allez sur le site de l'agence régionale, l'ARS PACA, et vous tapez PTSM, et chaque PTSM de chaque département est affiché. Vous pouvez le trouver dans son entièreté. Et là, on est justement en train de travailler pour la deuxième version, puisque vous voyez, 2025 se termine et on passe à la deuxième version. Et pour finir, pour les communautés ou les personnes qui souhaitent créer un conseil local de santé mentale, il y a un guide de recommandation qui vient d'être publié par l'organisme qui nous pilote au niveau national, enfin qui est un organisme de ressources, le Centre d'appui national des CLSM. Voilà. Je suis un peu débordée, désolée. Non, mais merci Pascaline. J'avais une question parce qu'on voit bien que votre champ d'activité, il est vraiment étendu. Et comment on voit que plus facilement la culture, l'éducation vient travailler avec vous. Est-ce qu'on doit ouvrir un peu plus les portes aussi vers le monde sportif avec les maisons sport santé, les clubs qui font du sport santé? Est-ce que le sport finalement ose franchir la porte d'un CLSM? Alors, des portes, on n'en a pas parce que c'est un dispositif, donc, mais c'est un sujet voilà, qui commence à rentrer dans le milieu, et puis je pense que vos initiatives l'encouragent encore plus. Nous, au niveau du CREPS, ils ont essayé de faire des actions aussi. Et nous, ce qui a été le point fort, ça a été le colloque santé mentale et sport. Ils ont pu entendre des choses et après travailler ensemble. Sur les maisons sport-santé, il n'y a pas d'activité physique adaptée spécifique pour les personnes qui vivent du trouble psychique pour le moment. Troubles psychiques, bien évidemment, qui ont été diagnostiqués par la psychiatrie, qui ont été pris en charge. C'est encore un peu délicat. C'est un partenariat qu'il faut construire vraiment entre la psychiatrie et les maisons de sport santé pour que ce soit vraiment efficace et avec un engagement, voilà, qui soit de part et d'autre bien compris et bien sécurisé, bien sécurisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de sport santé, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est affection longue durée, maladie chronique, mais on n'a pas encore, on commence seulement à franchir le pas de l'accueil, l'activité adaptée par rapport à la santé psychique, on va dire.
C'est ça, la pathologie psychiatrique, soyons clairs. Ok. Merci beaucoup, Pascaline. Je pense que si vous tapez sur Internet conseils locaux en santé mentale, vous pourrez trouver la liste de tous les CLSM de notre région. Voilà. Je vais inviter donc maintenant Aurélien. Qui a mis à intervenir à l'association Refaire Surface. Faites attention à éteindre vos micros, s'il vous plaît. Là, il y a un micro. Alors, très bien. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, moi ça y est, je t'entends bien. Aurélien, tu as un parcours particulier sur la création de ton association et ton propre parcours et ce que vous proposez comme activité. Tout à fait. Merci Véronique pour cette invitation et Christian sur cette initiative. Et puis merci également pour les interventions de Patrick et Pascaline parce que toutes les initiatives qui permettent de démocratiser les connaissances et l'accompagnement de la santé mentale des individus fait partie aussi, en tout cas j'espère pouvoir vous le présenter dans mon témoignage, en transversal de nos activités et c'est vraiment au cœur de notre accueil. Donc pour me présenter rapidement, je ne sais pas si vous voyez ma présentation, donc je m'appelle Aurélien Guillois, je suis éducateur sportif spécialisé, donc j'ai un diplôme d'État en activité de plongée subaquatique. Ça veut dire que mes prérogatives permettent d'encadrer les disciplines sportives aquatiques que sont la plongée, l'apnée et puis également la randonnée palmée. J'ai fait une formation l'année dernière, en 2024, un certificat complémentaire IAPS qui permet aux éducateurs, aux éducatrices sportives d'intervenir dans leurs prérogatives, dans leur discipline, en activité physique pour la santé. Donc cette notion de sport santé, d'accompagner des publics qui sont notamment dans le cadre du sport santé sur ordonnance, on y reviendra. Et je vous parle aujourd'hui en tant que cofondateur de l'association Refaire Surface, qui est une association basée à Marseille. Nous, en fait, chez Refaire Surface, on considère que la mer Méditerranée et les activités qu'on encadre dans cet environnement naturel, c'est un espace de soins et d'inclusion par l'activité physique adaptée pour les publics les plus fragiles et notamment les publics qui sont fragilisés par la pathologie, donc dans le cadre du sport santé sur ordonnance. Donc on va encadrer de manière adaptée toutes les disciplines aquatiques et subaquatiques. Et donc nous, chez Refaire Surface, au regard de ces photos, donc on va encadrer de manière adaptée de la plongée sous-marine, de la randonnée palmée, de l'apnée, de la marche aquatique, et puis également en milieu artificiel, donc au sein d'établissements municipaux, des piscines municipales, de l'aquagym et de la nage avec palme et tuba. Ces différentes activités ont notamment l'avantage d'avoir des effets positifs pour accompagner des individus qui auraient des fragilités liées à leur parcours de soins, à une pathologie principale ou secondaire, et je vais essayer de vous les démontrer. Nous, aujourd'hui, chez Refaire Surface, l'idée, c'est vraiment de rendre nos activités en pleine nature accessibles au plus grand nombre. Ce sont des activités qui, traditionnellement, donc je parle de toutes les activités qui sont en lien avec les milieux nautiques, ça peut être aussi d'autres disciplines comme la voile, l'aviron ou d'autres, sont des activités traditionnellement réservées à des populations qui sont privilégiées, notamment sur le plan économique et géographique, et qui ont accès à ces territoires nautiques. Nous, aujourd'hui, à Marseille, notre volonté, c'est de mobiliser des cofinancements, notamment publics et privés, et de développer un modèle économique qui permet à nos publics de pouvoir accéder à ces activités sans frein financier et sans frein matériel, logistique que peuvent nécessiter ces activités. Ça veut dire que notamment, on va mettre à disposition l'intégralité des équipements qui permettent de faire l'activité de manière conforme sur le plan réglementaire et puis aussi d'un point de vue confortable et de sécurité.
Alors, nous, aujourd'hui, chez Refaire Surface, on va accueillir en fait principalement des pratiquants qui nous sont orientés, recommandés par des maisons sport santé, par des établissements de santé, notamment des hôpitaux, des services spécialisés dans des cliniques, puis également des médecins généralistes ou spécialisés. Et donc, c'est dans le cadre des parcours de soins que ces pratiquants viennent chez nous pratiquer une activité physique dite adaptée, adaptée aux éventuelles limitations de ces pratiquants. Ces limitations qui vont nous être communiquées par les professionnels de santé qui les accompagnent ou les maisons sport santé qui effectuent les différents bilans et accompagnements initiaux de ces pratiquants et pratiquantes. Donc, ce sont des personnes qui viennent, qui subissent, qui sont atteintes d'affections longue durée, de maladies chroniques ou qui peuvent être simplement dans un parcours de soins où l'activité physique adaptée va être recommandée, notamment peut-être pour préparer, dans le cadre d'une phase de prévention, pour préparer une intervention chirurgicale, ou au contraire, pour, on va dire, mieux supporter, limiter la fatigue par rapport à un parcours de soins qui serait fortement médicamenté. On a aussi des personnes qui sont en réhabilitation de maladies, donc qui sont, on va dire, sur la phase post-maladie et qui essayent de se remettre dans une condition physique qui leur permette peut-être à terme de reprendre un travail et de se sentir éloigné de la phase douloureuse ou inflammatoire de la maladie. Et puis, on peut aussi accueillir des publics en prévention de perte d'autonomie. Donc, ça peut être des publics qui sont plutôt catégorisés comme seniors ou avec le grand âge, l'usure, la dégradation progressive du corps. L'activité physique a aussi des bienfaits. On mène aussi chez Refaire Surface un certain nombre d'actions spécifiques. Donc là, les actions que je vous ai présentées précédemment, on les pratique à la semaine. On propose différentes séances qui sont programmées à la semaine et qui sont ouvertes à tous ces publics. Et puis après, on peut aussi monter des projets, des actions spécifiques avec d'autres partenaires du territoire qui sont des acteurs du sport, de la santé ou de dimensions de thématiques sociales. Ça peut être des actions spécifiques dans des programmes qui accompagnent notamment des femmes atteintes d'endométriose, des personnes qui souffrent de diabète. On peut aussi accueillir sur des séjours thématiques en mer, notamment pour des établissements. C'est le cas notamment avec des cliniques privées qui viennent d'autres régions. Elles n'ont pas accès à un littoral marin et qui viennent, le temps d'un séjour, pratiquer nos activités pour aussi faire un pas de côté dans le cadre de leur parcours de soins. Et puis, de manière générale aussi, on est aussi pas mal à titre de prévention primaire, donc pour des personnes qui ne seraient pas atteintes d'une pathologie, mais qui pourraient participer à nos activités, notamment avec des établissements scolaires ou le milieu employeur, des entreprises privées qui veulent organiser des activités de sensibilisation et de découverte du milieu marin au travers de l'activité physique. Donc là, on est plutôt dans une forme de sensibilisation. On travaille aussi avec des complémentaires santé qui veulent réaliser des programmes spécifiques en lien avec l'eau et notre association. Alors, aujourd'hui, en fait, nous, toute notre activité, toutes les activités physiques qu'on va proposer dans notre association, en fait, elles rentrent intégralement dans le cadre du sport santé. C'est-à-dire que aujourd'hui, on organise nos séances pour qu'elles puissent avoir un bienfait maximum sur la santé des individus. Et donc, toutes ces séances vont être adaptées et vont prendre en compte l'état de santé de l'individu. Donc, évidemment, comme l'a rappelé d'ailleurs Patrick dans son intervention, dans le cadre de la santé, il n'y a pas que la santé physique, il y a évidemment la santé mentale qui est un élément également à prendre en compte. Et puis, dans les différents travaux scientifiques et tout ce corpus qui est mis à disposition aussi pour nous accompagner dans le développement de nos activités et la pertinence de nos activités sur la santé des individus, on a aussi la notion d'activité de pleine nature. C'est qu'on a la chance d'avoir des disciplines qui peuvent être pratiquées dans le milieu naturel, notamment sur les littoraux ou en pleine mer, et donc qui vont aussi avoir d'autres implications sur la santé des individus et notamment sur l'aspect motivationnel. J'y reviendrai. De manière générale, je le dis parce que là, on est vraiment dans le cadre du sport santé sur ordonnance. Pour les structures sportives qui nous écoutent et qui s'intéressent aussi à cette dimension sport santé bien-être, sport santé sur ordonnance, on a la HAS, la Haute Autorité de Santé et un certain nombre d'autres organismes nationaux ou régionaux qui nous accompagnent, qui nous mettent à disposition des outils, des ressources pour nous permettre aussi de développer, de réfléchir à l'organisation de nos activités. Et c'est le cas aujourd'hui chez Refaire Surface.
Alors, si on parle de santé mentale, eh bien, il faut savoir que toutes nos séances vont être vraiment organisées et conçues comme telles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre pratique et la manière dont on essaye d'intégrer les différents pratiquants qui viennent participer à nos disciplines, c'est de leur permettre de pratiquer ces disciplines de manière régulière, donc de manière hebdomadaire, bi-hebdomadaire, selon leur disponibilité, leur motivation ou les éventuelles limitations de santé. Toutes nos séances vont être adaptées. Donc là, on ne parle pas de performance, de compétition, comme ça peut être le cas dans d'autres disciplines sportives. Mais là, nous, on va vraiment adapter la séance, son intensité, la manière dont on va construire la séance sur la durée, les différents exercices ou mouvements qui vont être proposés vont être vraiment adaptés à chaque personne qui va participer à nos séances. Évidemment, ça c'est commun à toutes les disciplines sportives, et d'autant plus parce qu'on est en pleine nature avec une discipline avec des techniques un peu particulières. On va avoir une dimension sécuritaire, ou en tout cas, on va adapter la sécurité aussi par rapport aux éventuels besoins de nos pratiquants. Et on va avoir une dimension aussi de progressivité dans nos séances pour leur permettre aux pratiquants de progresser et d'améliorer de manière générale leur état physique et mental. Alors, comment ça se passe sur l'aspect santé mentale? En fait, il faut savoir que la prise en charge de nos pratiquants, pour nous, dans ce qu'on a remarqué sur le terrain, va vraiment être tournée vers un aspect motivationnel. C'est-à-dire que on accueille aujourd'hui des personnes qui notamment ont des pathologies dans le champ psychiatrique et qui sont notamment médicamentées. Donc si par exemple on prend des phases de dépression chronique, eh bien, on a des personnes qui, même si elles sont convaincues des bienfaits de l'activité, parce qu'elles ont déjà expérimenté les séances avec nous, chaque semaine, régulièrement, on va devoir aussi mettre en place d'autres outils, d'autres démarches qui vont nous permettre de faire revenir ce pratiquant et de le convaincre de revenir, puisque dans les différents stades de la maladie, les différentes étapes que peuvent causer notamment les phases dépressives d'une maladie, eh bien, le pratiquant peut s'éloigner de lui-même ou à cause de la maladie de nos différentes séances, voire à terme arriver jusqu'à un abandon et donc de ne pas profiter des différents bienfaits des disciplines qu'on propose. Donc dans les différentes phases que nous on a identifiées par rapport à la santé mentale et à l'aspect motivationnel des pratiquants, on a vraiment cette phase de communication, d'intégration en amont, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire des entretiens en face à face ou téléphonique avec les différents pratiquants pour leur expliquer comment va se passer la séance, pour essayer d'apprendre à les connaître et de répondre au mieux à leurs besoins et de leur donner envie de nous rejoindre au moins pour la première séance, qui peut être notamment une séance d'essai. Quand on est sur site, au cœur de la séance, on a cette phase d'accueil, de dialogue, qui est aussi une phase d'intégration sur place, qui est très importante, où là, je dirais que 90% de la réussite de la séance va passer par cette phase d'accueil, et donc de notre capacité à écouter le pratiquant et à permettre, dans notre vocabulaire au cœur de la séance, de lui permettre de progresser et de se sentir dans un cadre sécurisé, adapté, prenant en compte les limitations dans lesquelles il se trouve. Et de manière générale, sur tout le reste de la séance, les exercices, les différentes techniques qu'on va mettre en place, les différentes manières de pratiquer l'activité vont être vraiment adaptées, progressives et d'une intensité modérée qui permettent aux pratiquants de prendre du plaisir et de ne pas être dans un dépassement de soi par un sur-régime ou une performance sportive. Donc, tout notre vocabulaire et toute la réflexion, là je parle pour les éducateurs et éducatrices sportives, toute la réflexion sur le déroulé de la séance, les différents outils qu'on va mettre en place, doit être tournée aussi sur comment permettre aussi aux pratiquants d'avoir envie de revenir et de vouloir pratiquer régulièrement ces activités physiques ou d'autres. Voilà, et donc on a différentes étapes comme ça au cœur de la séance qui nous permet vraiment d'avoir un lien assez proche avec le pratiquant et de pouvoir aussi auto-évaluer avec ces témoignages au fur et à mesure comment se déroule la séance pour reconstruire au fur et à mesure de l'accompagnement sur différentes semaines nos séances, nos exercices. Alors, pour revenir vraiment au cœur de cette notion de santé mentale et activité physique, là, sur ce qu'on a pu observer chez les différents témoignages à l'issue de séances ou de nos programmes d'accompagnement chez les participants, c'est qu'il y a déjà cette notion, tout ce vocabulaire qui revient autour du plaisir et du bien-être. Les gens, à la fin de la séance, ça leur a fait du bien. C'est vraiment ce que ça revient, c'est on se sent respirer. J'ai fait un pas de côté.
ça va un peu mieux, où j'ai l'impression de m'être fait plaisir, d'avoir pris soin de moi le temps d'une séance. Et puis, dans les jours qui suivent, quand on essaye, à travers nos différents questionnaires ou dans les séances suivantes, quand on les accueille et les dialogues qu'on peut avoir avec eux, il y en a pour qui ça va participer de manière générale à l'amélioration de leur humeur, à mieux réguler leurs émotions, parce que aussi pratiquer de l'activité physique, c'est peut-être une autre manière de gérer sa colère, sa tristesse ou d'autres émotions que peut amener de manière générale des problématiques de santé mentale, ou le parcours de soins qui peut être difficile et éprouvant, dans lequel sont soumis les différents individus qu'on accompagne. La réduction des différents symptômes dépressifs, donc ça, c'est vraiment quelque chose sur des personnes qui sont médicamentées et qui ont beaucoup d'entrain pour revenir à nos séances parce qu'elles savent les bienfaits que ça leur a produit. Le fait de respirer, se sentir léger dans l'eau, il y a la douceur de la flottabilité, moins d'impact sur les articulations, le fait de pouvoir travailler avec des appareils respiratoires comme le masque et le tuba ou des détendeurs en plongée sous-marine vont nous permettre aussi d'appréhender différemment tout le mécanisme ventilatoire, l'inspiration et l'expiration. Et donc, naturellement, on va aussi jouer sur tout ce qui va être la gestion du rythme cardiaque et du stress de manière générale. Et ça peut accompagner aussi des phases dépressives un peu plus aiguës. On va dire que ça adoucit les pics un peu plus inflammatoires de la maladie. De manière générale aussi, une meilleure confiance en soi, le fait de faire une activité qui pour certains peut être insolite, qu'ils n'ont jamais pratiquée, en pleine nature, dans l'eau, avec des équipements avec lesquels ils n'avaient pas l'habitude de mettre le corps en mouvement, eh bien, le fait de réussir, de se sentir vivant au milieu d'une activité aquatique, eh bien, ça améliore aussi la confiance en soi. Dans nos exercices, on est en petits groupes et donc il y a aussi la relation à l'autre qui va permettre aussi d'améliorer la confiance en soi. Et puis, dans d'autres témoignages qu'on a pu avoir, il y a notamment la notion de qualité du sommeil. J'ai fait une activité physique et donc le jour même ou le lendemain, je sens que j'ai mieux dormi parce que j'avais une fatigue qui était plus saine, qui était moins liée à mes médicaments ou à mes différentes perturbations mentales, mais plutôt liée au fait que j'ai mis le corps en mouvement et donc cette notion de fatigue saine qu'on peut avoir après avoir fait des efforts plutôt agréables. Et puis aussi cette notion de réduire la sensation d'isolement social que peut imposer une pathologie. Il y a des personnes qui, de par leur maladie, n'ont pas la possibilité de travailler, sont souvent physiquement et socialement isolés de par les limitations qu'ils subissent. Et donc, on a aussi une dégradation de la santé mentale par rapport à cet isolement social. Le fait de faire de l'activité physique, même en petits groupes, en étant accompagné, eh bien, permet aussi de renouer en douceur ce lien social et de peut-être repréparer aussi ces personnes à terme, à l'issue de leur maladie, en tout cas on leur souhaite, une intégration sociale plus douce dans la société et pourquoi pas retourner après ensuite vers un emploi en ayant une condition sociale un peu plus éveillée, moins douloureuse. D'autres choses, donc au-delà de la notion de diminution de la fatigue générale, amélioration de la condition physique, le fait de faire des activités dans l'eau en pleine nature qui sont le propre de nos disciplines, il y a plus de motivation à s'engager aussi dans leur parcours de soins puisqu'ils savent que malgré les différentes échéances qu'ils doivent faire avec les différents professionnels de santé qui les accompagnent, il y a au cœur de ce parcours des séances d'activité physique dans lesquelles ils peuvent prendre du plaisir, dans lesquelles ils se sentent vivants, respirer et donc ça aide aussi à subir en quelque sorte ce long parcours de soins qui peut être plus ou moins difficile selon les individus ou la dureté de leur maladie. Et puis on a aussi pour certaines personnes un témoignage autour de la sensation de moins subir l'épuisement professionnel, ce qu'on peut appeler aussi cette notion de burn-out, et donc le fait de faire du sport en dehors de son travail va venir aussi limiter ce risque de décrochage et d'éloignement aussi de l'activité professionnelle. Alors, dans le cadre de nos activités, c'est vrai que la notion de santé mentale, en fait, elle va être favorisée par de nombreux facteurs. Il y a effectivement cette dimension sport-santé, d'encadrement adapté que je viens de vous témoigner. Il y a les spécificités du milieu aquatique et subaquatique qui viennent apporter une autre plus-value par rapport à cette notion de santé mentale. On est en pleine nature, on est dans l'eau, c'est plus doux, on subit moins le poids du corps, les difficultés musculaires ou articulaires de notre état physique, et donc on peut pratiquer une activité physique
en douceur, et c'est notamment, on le voit c'est le cas aussi notamment pour des publics seniors qui peuvent avoir des difficultés à se déplacer ou être en mouvement, on va dire dans un cadre, dans un environnement plus terrestre, et où dans l'eau, on va avoir le corps qui va être plus facilement en mouvement, plus rapide, et ils vont se sentir quelque part un peu plus libres et moins dépendants de leurs limitations. Et puis cette dimension sociale aussi que j'ai abordée, qui est commun à toutes les activités physiques qui peuvent être pratiquées de manière collective. Donc, dans les différents outils, alors là, j'ai l'impression de peut-être me répéter dans lesquels, dans ce que je pouvais évoquer dans les diapositives en amont, en fait. Donc, au-delà de l'entretien initial, on va aussi mettre à disposition des questionnaires d'auto-évaluation qui vont nous permettre aussi, qui vont aider les pratiquants à exprimer aussi où est-ce qu'ils en sont sur leur dimension de santé mentale. Donc, c'est avec des questions autour de la qualité du sommeil, autour de leur stress, de leur perception d'eux-mêmes, leur confiance en eux, et ils vont pouvoir noter, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce qu'ils se situent à un instant T, et à l'issue de la séance ou quelques semaines après la séance, comment ils ont pu progresser sur ces aspects-là. Tous ces outils sont d'ailleurs des outils qui sont communs au cadre du sport santé, qui sont proposés notamment par l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, et qui nous permettent, nous, éducateurs sportifs, de pouvoir aussi dialoguer, mieux comprendre le pratiquant et de voir aussi les bienfaits de nos séances sur ces différents encadrants. Et puis, on a aussi la relation aux différents professionnels de santé, à tous les acteurs aussi des maisons sport santé, qui nous accompagnent aussi et qui dialoguent avec nous sur comment se déroulent nos séances, comment eux, ils voient sur les différents pratiquants qui peuvent accompagner de manière globale les bienfaits que ça peut avoir. Et puis, ça nous aide aussi à co-construire et à améliorer nos pratiques sportives pour avoir un maximum de bienfaits sur ces différentes populations. En termes de communication, je vais passer un peu vite là-dessus, mais c'est des choses que je serais ravi de partager si c'est de ce qui vous intéresse, mais c'est comment valoriser aussi dans nos communications vis-à-vis des publics sur quels sont les bienfaits de pratiquer nos activités. Donc nous, on réalise notamment des petits schémas, comme je vous montre à l'écran, qui vont nous permettre, à travers différentes disciplines, de montrer les points principaux qu'on a pu identifier dans un certain nombre d'études ou de témoignages qui vont nous permettre de montrer aux pratiquants pourquoi ça va être certaines de nos disciplines qui peuvent avoir un bienfait dans ce qu'ils vont venir rechercher. Ça nous permet aussi de dialoguer avec les différents professionnels de santé qui veulent aussi recommander de bonnes disciplines sportives qui sont conformes aussi aux limitations et aux besoins de leurs pratiquants. Je termine juste sur cette notion de pleine nature, parce que ce n'est pas le cas de toutes nos activités sportives, mais ça peut être des axes de développement et de réflexion, puisque beaucoup de sports peuvent être aussi pratiqués en plein air ou en pleine nature. Il y a le pôle national de ressources des sports de pleine nature qui documente aussi toutes les pratiques que ça peut avoir. Et donc là, je vous cite notamment une étude plus ou moins récente qui montre que déjà, faire une activité de 20 minutes au contact de la nature suffit à réguler notre niveau de cortisone, qui est l'hormone en fait qui va agir sur notre stress et notre relation au stress. Et donc évidemment le fait de se balader, faire une randonnée ou un footing en forêt, ou de faire une nage en pleine mer ou sur le littoral, eh bien va participer aussi à notre régulation du stress, donc est un outil aussi pour améliorer notre santé mentale. Et puis de manière générale, dans les différents témoignages de professionnels qui accompagnent un certain nombre de pratiquants et de sportifs en pleine nature, que ce soit le surf, la nage, la course d'orientation, etc. Eh bien, il y a une approche moins anxiogène, plus ludique, et qui favorise en fait finalement le déplacement de soi, et c'est en fait le besoin d'accomplissement qui participe à notre confiance en nous-mêmes, qui participe à notre épanouissement et donc à notre bonne santé générale. Voilà. Pour conclure, en fait, je ne sais pas si vous l'avez compris en travers de mes propos, mais nous, on voit l'activité physique adaptée comme permettre de créer des espaces pour faire des pas de côté par rapport à notre société et un monde du travail qui est très intensif et avec des injonctions nombreuses qui viennent aussi à terme dégrader la santé mentale chez les individus. Donc, la possibilité d'offrir des espaces pour ralentir de ces mondes virtuels, de ces temps d'accélération du temps social que propulsent notamment les médias et les réseaux sociaux, c'est une manière aussi de restaurer la
attention, se concentrer sur autre chose, mettre de côté toutes ces pensées parasites. Et donc, chez nous, refaire surface, c'est une manière aussi, grâce aux activités physiques dans l'eau, de prendre conscience de la biodiversité, de profiter du paysage et d'avoir un sentiment d'humilité, se sentir vivant de manière générale. Et tout ça, c'est des outils qu'on veut mettre à disposition des acteurs du sport et du sport santé. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci Aurélien. Écoutez, merci beaucoup pour ces différentes interventions. Je vais te laisser enlever le partage d'écran, Aurélien. Voilà, merci. Voilà, c'est un sujet, la santé mentale, on est sur l'année grande cause nationale, où on voit que ça balaye un spectre très large, puisque on a cette notion de santé mentale d'équilibre qui peut être abordée par Aurélien. Quand on arrive jusqu'à la formation en premier secours ou conseils locaux, on voit aussi qu'on peut être sur la santé mentale avec des notions un peu d'handicap psychique, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un handicap, mais de notions psychiques qu'on a pu voir avec des témoignages sur la bipolarité, aujourd'hui la schizophrénie, et on se rend compte que le sport est un lieu d'accueil, comme il a pu l'être pour les maladies chroniques, et peut être aussi un lieu d'inclusion. On a beaucoup parlé du handicap, et aujourd'hui, effectivement, par rapport à des personnes qui peut-être ont des spécificités sur le handicap psychique, de venir dans ces infrastructures avec un encadrement adapté. Ça me permet de rebondir sur une question dans le chat, qui est celle du docteur Quignon, qui voulait revenir un petit peu sur la différence entre handicap psychique et handicap mental. Peut-être Patrick, tu peux nous redonner un peu plus en détail comment on caractérise, parce que finalement, dans ce qu'on disait dans la santé mentale, il y a la notion de bien-être, la notion de se poser, le pas de côté. On a aussi la bipolarité, la schizophrénie. Puis on a le handicap mental, quand on parle d'autisme, de trisomie. Où se situe la différence comment on peut, entre ces deux notions de handicap psychique et handicap mental? Oui, je vais bien répondre à cette question. Après, Pascaline, peut-être qu'elle pourra aussi compléter certainement. Donc ça, c'est toutes des notions souvent, voilà, on voit justement l'importance de mieux connaître tout ce domaine de la santé mentale, parce qu'il y a vraiment beaucoup de confusion en fait là-dedans. Hein. Donc rapidement, mais effectivement, sur le handicap mental, on va tout de suite faire référence au retard mental en fait, hein, sur des problématiques. On va dire, de raisonnement, etc. Alors que sur le handicap psychique et toutes les problématiques psychiques, on va plutôt être sur des problématiques d'avoir des émotions inappropriées ou avoir des comportements complexes ou également aussi avoir des moments où on va moins bien, etc. Et après, souvent, on fait l'amalgame aussi avec des troubles cognitifs. Hein, et donc, du coup, tout ce qui va être, tout ce qu'on entend beaucoup aussi via les médias, tout ce qui est les TDAH, HPI, etc. C'est très, très à la mode. Et en fait, on se rend compte que tout ça, c'est pas du tout dans le même champ, en fait, hein, sur les troubles du spectre autistique aussi, hein, voilà, qui vont plutôt être de l'ordre de problématiques neuronales. Et on va vraiment confondre tout ça avec l'autisme. C'est souvent des représentations sur l'autisme Asperger, avec un peu l'image de Forrest Gump, etc. Alors que les troubles du spectre autistique portent bien leur nom, par exemple, puisqu'on a tout un spectre qui est encore d'ailleurs plutôt méconnu au niveau des avancées scientifiques. Et là, vraiment, moi, c'est vraiment là où je trouve que c'est très, très important justement de mieux connaître tout ça pour pas confondre et aussi adapter aussi ces accompagnements, son accueil aussi sur les personnes en inclusion à travers le sport ou autre, pour aussi mieux comprendre peut-être voilà, des comportements qui peuvent nous interroger, des émotions qui nous interrogent aussi. Et c'est vraiment sans être sur les premiers secours en santé mentale notamment, moi j'aime bien cette approche parce que justement on sort du côté soignant où on va un petit peu peut-être des fois réduire la personne à sa pathologie. Moi j'ai beaucoup aimé le témoignage d'Aurélien où là on a vraiment travaillé sur l'environnement en fait, hein, et qu'est-ce qui va me permettre d'aller mieux. Donc voilà un petit peu la différence qu'on peut avoir entre handicap mental et handicap psychique. C'est vrai que souvent on parle de handicap mental en pensant au handicap psychique. Rapidement, moi, pour trouver un petit mémo technique,
handicap mental, on pense à retard mental, un peu trisomie 21 pour essayer d'illustrer. Et là, tout de suite, on voit la différence avec une personne qui pourrait souffrir de dépression, où là, on n'aura pas du tout les mêmes manifestations. Après, petit rappel, c'est pas parce qu'on est touché par un type de pathologie qu'on est protégé des autres, hein, malheureusement. Donc, des personnes peuvent avoir aussi plusieurs handicaps cumulés. On parle de comorbidité et souvent, parfois, ça peut aussi donner des confusions chez les personnes qui connaissent un petit peu moins. Voilà, si Pascaline veut compléter, je lui laisse. Non, je pense que c'est très clair. C'est vrai qu'on considère que le handicap mental, on l'a depuis la naissance, en général. Ça fait, voilà, c'est un peu de l'ordre d'un déficit intellectuel et cognitif, alors que le handicap psychique, il est acquis et il est lié à une pathologie psychique, psychiatrique, quoi, en clair. Et puis, effectivement, le troisième gros groupe avec tous les troubles neurodéveloppementaux, avec le spectre autistique, les TDAH, tous ces troubles-là aussi de l'attention, du comportement, qui parfois se retrouvent un peu entre les deux, mais voilà, c'est... voilà. Mais quand on a affaire aux personnes qui vivent, et puis aussi, si vous voulez, le trouble mental, enfin le handicap mental, il est assez visible, on le voit tout de suite, alors que le handicap psychique est plutôt invisible, surtout si la personne est stabilisée ou se retrouve en dehors d'un état de crise qui quand même n'est pas si fréquent que cela. Voilà, et donc c'est un handicap qui est très difficile à percevoir, à gérer et à vivre par cette particularité-là aussi. Et le handicap psychique, en général, il n'y a pas de déficit intellectuel. Voilà. Je vais voir s'il y a des témoignages ou des questions parmi nos auditeurs. Merci en tous les cas pour ces bonnes réponses. Alors, n'hésitez pas à lever la main ou ouvrir votre micro hein, si vous souhaitez apporter un témoignage ou poser une question à nos intervenants. Alors, donc du coup, tout semblait assez clair. Moi, j'ai une petite question parce que on parle beaucoup en ce moment de la santé mentale et de la jeunesse. J'ai une question de Jonas Bourguignon, donc je vais laisser Jonas nous poser sa question. Oui, bonjour. Alors, désolé, j'ai pas forcément de caméra. Si, ça y est, c'est bon. Non, moi, c'était plutôt un témoignage et une remarque sur la santé mentale dans le milieu sportif. On parle très souvent des sportifs et je trouve qu'on ne parle pas encore assez à la fois des éducateurs et des dirigeants et de la santé mentale qu'il peut y avoir chez eux. Moi, dans mon expérience personnelle, hein, j'ai vécu un burn-out assez lourd en étant manager sportif et à discuter. J'en parle très librement, il n'y a aucun souci avec ça. Je me suis réorienté vers le sport santé et en discutant avec beaucoup de collègues, je trouve qu'il y a une dominante quand même assez problématique et assez problématique sur ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est un axe sur lequel, à mon avis, il faudrait commencer à réfléchir et à travailler. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être une réaction d'un de nos intervenants? Non. Moi, je veux bien, c'est vraiment une spécificité. Là, ce que vous évoquez, c'est vraiment la spécificité de la santé mentale dans le milieu du travail. Et il y a des contextes et des environnements qui sont plus propices à du stress, à du non-dit, à peut-être aussi une offre qui n'existe pas parce qu'elle n'est même pas considérée comme utile au départ. Et je pense que c'est pour ça aussi, comme disait Patrick, plus on travaillera aussi sur les premiers secours en santé mentale, plus il y aura une diffusion de cette compréhension de ce que c'est que la santé mentale, des troubles psychiques, de la souffrance psychique, qu'elle soit au travail ou à l'école. Voilà. Et c'est vrai que c'est un milieu, voilà, il y a des mondes du travail. Enfin, nous, on essaye aussi, en tant que conseil local de santé mentale, de sensibiliser sur cet axe-là et dans ces milieux-là, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins, pour qui c'est évident, le monde de la santé par exemple, après le Covid, c'est devenu une évidence, et puis parce qu'ils ont vraiment des gros problèmes factuels aussi, mais le monde du sport, je pense aussi que c'est un peu tabou parce qu'on est sur de la performance.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on voit souvent dans le milieu du sport ce côté de performance, hein, c'est souvent les témoignages qu'on voit des sportifs. Et c'est vrai que ça, c'est bien d'en parler, d'ouvrir justement le dialogue pour mieux repérer justement les troubles et faire de la prévention, hein, parce que ça, on le rappelle aussi. Aurélien aussi le donnait dans son témoignage, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux, hein, face à notre santé mentale, hein. Effectivement, on a des ressources qui sont différentes. Et effectivement, repérer les problématiques le plus tôt possible permet d'aller vraiment vers du rétablissement, on va dire, plus rapide, en limitant un petit peu les séquelles. Et c'est vrai que dans le milieu du sport, je rappelais là je vous ai mis le lien dans le chat sur on va dire l'étude qui avait été faite auprès des sportifs. C'est vrai qu'on voit encore justement que les coachs et les dirigeants, ils sont encore très dans la performance physique, et la performance mentale, elle est plutôt réservée aux sportifs de haut niveau quand même, qui ont des coachs, etc., qui ont bien pris cette dimension-là. Mais au niveau des fédérations et des clubs, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Et c'est justement pour ça que, effectivement, tout ce qui est communication, premiers secours et autres, doivent se diffuser pour qu'on en parle plus librement, et aussi protéger tout à fait la santé mentale des encadrants, des moniteurs, des éducateurs, des coachs, qui eux aussi doivent préserver leur santé mentale. Alors, il y a une question de Maya. Bonjour. Donc moi, je suis enseignante d'équitation. J'ai un centre équestre depuis 20 ans. Je travaille seule. Et donc, je voulais rebondir sur ce que disait Jonas. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'équitation, je ne sais pas dans les autres sports, mais en tout cas dans l'équitation, on se retrouve souvent tout seul avec une structure. Beaucoup d'enfants encadrés, et un côté ingrat un peu de notre sport, c'est que soit le coach n'est pas bon, soit le poney, mais l'enfant rarement. Le parent intervient beaucoup parce que ça lui coûte cher, donc il estime que du coup, il faut qu'on en fasse pour leur argent. Et du coup, ça met une pression. Donc je rejoins Jonas dans le sens où le burn-out, on est toujours un peu borderline à ce niveau-là, et c'est très compliqué. Mais je vois aussi beaucoup d'enfants arriver avec des gros problèmes scolaires qui se répercutent en sport. Beaucoup d'enfants qui manquent de confiance en eux, qui de base n'ont pas de problème particulier. Beaucoup d'enfants qui veulent faire des tentatives de suicide ou qui en ont déjà fait. Et moi, j'ai le cas pour mes 2 enfants qui sont petits, mais qui sont à profil HPI. Et en fait, ma fille trouve beaucoup dans le sport de la ressource. Et la psychologue m'explique que en fait, c'est là qu'elle trouve de l'air. Et je pense que vraiment, sur ces profils-là, ils n'ont pas l'air d'avoir de problème comme ça quand on ne connaît pas trop. Mais ils ont beaucoup de soucis sociaux, et on en voit de plus en plus des enfants comme ça. Et notamment, ils font beaucoup de phobie scolaire. Donc, c'est le cas de mon fils qui a 4 ans, qui fait de la phobie scolaire depuis la petite section de maternelle à cause de la maîtresse. Et j'ai beaucoup de mal à le relancer. Donc, c'est vrai qu'à travers le sport, il a fait du baby gym. À travers le baby gym, j'arrive à un petit peu le relancer. Mais c'est compliqué, donc voilà. Je veux juste apporter ce témoignage-là. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je trouve que dans vos interventions à tous les deux, il y a aussi quelque chose qui est... aujourd'hui, on a énormément dans le monde du sport travaillé sur les violences. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on est témoin, acteur, ou qu'on subit des problèmes de violence, finalement, il y a tout un panel d'affiches, de numéros, de ressources. Est-ce qu'il y a si demain, un éducateur, finalement, quelqu'un qui se retrouve confronté à un problème de santé mentale par rapport à tout le tabou qui l'entoure, auprès de qui il peut passer un coup de fil? Je me permets, je sais pas, Patrick dira peut-être d'abord en prévention primaire suivre les premiers secours en santé mentale, hein, sachant qu'il y a un module standard, mais il y a aussi un module jeune. Voilà, il y aura sûrement d'autres modules qui vont être développés. Et puis après, il faut aussi savoir qu'on peut toujours, pour ce qui maintenant est disponible, il faut un petit peu se renseigner. Il y a souvent des structures qui ont des psychologues d'accès gratuit pour une première intention, et aussi un dispositif qui a été mis en place depuis plusieurs années qui s'appelle Mon soutien psy,
qui vous permet d'avoir une consultation chez un psychologue qui est recensé, qui fait partie de la prise en charge de la sécurité sociale. Voilà, donc en premier lieu, souvent les gens ne connaissent pas, ils ne savent pas où aller, vers qui aller, mais voilà, on peut déjà les orienter vers mon soutien psy ou les psychologues qui sont disponibles sur la ville, en général, dans les structures pour la jeunesse ou pour l'enfance. Et il faut savoir aussi qu'il y a des centres médico-psychologiques sur chaque territoire, mais souvent, ils sont débordés. Donc, il y a parfois de la déception pour obtenir un rendez-vous quand on veut seulement un conseil. En fait, on a pas mal de... Oui, pardon. Et puis, je pense aussi que le fait, quand on suit les premiers secours en santé mentale, au lieu de tout de suite aller demander conseil et aide ailleurs, on apprend à dialoguer avec la personne qui est concernée, à arriver à quelque chose de confiance, à comprendre ce qu'il vit vraiment, à parler avec son entourage aussi. Ça permet déjà d'élaborer une première approche un peu plus sensée et de confiance. Et après, dans un deuxième temps, prendre conseil auprès d'un professionnel. Je ne sais pas ce qu'en pense Patrick, mais voilà mon opinion et mon expérience. Merci Pascaline. Jonas, vous souhaitiez rebondir? Oui, je voulais juste rebondir sur les premiers secours en santé mentale pour l'avoir suivi en janvier. Pour moi, pour les éducateurs sportifs, ça devrait être obligatoire au même titre que le PSC1 à un moment, parce que c'est vraiment très utile. C'est mon avis. Merci. Super, merci Jonas. Du coup, juste rapidement pour rebondir sur aussi les lignes d'écoute, je vous ai mis un lien sur du Psychom. Voilà, vous avez aussi beaucoup de lignes d'écoute. Notamment le 3114 sur les lignes de prévention du suicide, par exemple. Mais ce qu'il faut comprendre aussi sur ces lignes d'écoute, c'est que souvent aussi, là aussi, on peut avoir des confusions. On se dit qu'on va appeler que si on va vraiment pas bien du tout ou si un proche va pas bien du tout. Mais en fait, il faut savoir qu'au bout de ces lignes téléphoniques, il y a aussi des bénévoles qui sont formés pour répondre à des questions que je peux me poser si moi-même je sens que ça va pas ou des proches, ou comment intervenir auprès d'une personne qui irait pas bien. On a aussi une ligne qui est très connue, malgré le fait que parfois il y a eu des films qui ont un peu dénaturé le côté de cette ligne, c'est SOS Amitié, qui fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc c'est vrai qu'on a tous un peu l'image du Père Noël est une ordure. Ça dépend de la génération, Patrick, ça dépend de la génération. Mais en fait, SOS Amitié, c'est une ligne qui est très, très, très bien faite, justement, pour des personnes qui seraient isolées. Je rejoins le témoignage de Maya, où il y a des moments où on ne sait pas trop comment faire, on se sent isolé. Et effectivement, toutes ces lignes, à côté, vous avez des bénévoles pour vous répondre, qui peuvent vous orienter sur des personnes qui peuvent vous aider dans votre entourage, ou au moins, on le voit aussi dans les différents témoignages, bénéficier d'une écoute, bénéficier de quelqu'un qui va écouter comment on se sent, etc. C'est déjà un premier pas voilà, vers le rétablissement ou la prise en charge d'une problématique de santé mentale. Donc, je vous ai mis les liens là, dans le chat. Il y a beaucoup de lignes d'écoute et n'hésitez pas à appeler pour vous-même ou si un proche présente des problématiques, vous ne savez pas quoi faire en fait. Donc n'hésitez pas à appeler et d'exposer, dire voilà, quelqu'un m'a parlé justement qu'il était isolé, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là vraiment les personnes que vous aurez au bout du fil sauront vous donner les bons conseils. Christian, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais vous remercier parce que c'est une des questions qu'on se posait au CROSS de comment accompagner le mouvement sportif, parce que on l'a fait par rapport au harcèlement, au féminicide, et justement aux violences dont parlait Véronique tout à l'heure. On a des affiches aujourd'hui qui ont été distribuées dans tous les clubs qui permettent aux jeunes, enfin à l'enfant, aux jeunes ou aux adultes de pouvoir rentrer en contact. Et on se disait que peut-être ça serait un des supports qu'on pourrait faire, c'est-à-dire essayer de faire une affiche en mettant en avant 3 ou 4. Alors pas trop parce qu'il ne faut pas non plus noyer les gens, mais en disant vous avez vous sentez pas bien, vous avez un problème de santé mentale, n'hésitez pas à appeler tel numéro ou contacter telle ligne. Je pense que ça c'est quelque chose que le CROSS pourrait prendre en charge et diffuser dans l'ensemble des clubs de notre région. On va réfléchir à ça parce que on sent vraiment qu'il y a une problématique, et notamment moi je l'ai vécu par rapport au stage justement avec des jeunes de 15-17 ans. Et aussi aux entraîneurs, je te remercie de nous parler, aux éducateurs sportifs. Donc je crois que là, peut-être il y a
une action à mener assez rapidement et qui me semble pas trop compliquée à pouvoir mettre en place. Voilà. Donc on va essayer de réagir à ça, oui. Oui. Oui, et puis vous avez le centre ressources que disait Patrick, qui s'appelle Psychom, qui est un centre public où vous avez toutes les informations pour bien communiquer sur ce sujet-là. Ils ont les ressources et ils peuvent peut-être même vous guider ou valider votre outil, je pense. Et j'avais juste une précision aussi par rapport au témoignage de Jonas, qu'il faudrait rendre les premiers secours obligatoires par expérience. Déjà, sur le principe, ça n'est pas obligatoire. C'est vraiment une formation citoyenne basée sur le volontariat. Et d'expérience, nous, on a eu parfois des services ou des responsables qui nous ont envoyé leur personnel et c'est contre-productif. Voilà, parce que si la personne n'est pas prête, peut-être qu'elle a elle-même vécu des choses extrêmement douloureuses récemment et c'est pas le moment de faire cette formation-là. Et d'autres aussi, parfois, sont en résistance et voilà, ne sont pas ouverts à cet enseignement, cet apprentissage. Donc, vraiment, moi, je confirme que ça doit être sur la base du volontariat, même si ça doit être fortement encouragé et facilité dans la mesure du possible. Alors, il y a une question de Caroline de la Maison Sport Santé de Toulon-Varest. Oui, bonjour à tous. Merci pour ces 3 interventions très intéressantes. Je me permets de revenir sur la suggestion que vous avez faite pour diffuser sur l'importance de peut-être avoir des liens pour contacter en cas de besoin à ce sujet. Peut-être qu'il serait aussi intéressant, notamment nous en termes de maison sport santé, qu'on ait un outil, avec un lien, un petit flyer ou quelque chose numérique, bien sûr, qu'on puisse diffuser pour rejoindre ce que disait Jonas tout à l'heure auprès de tous les enseignants en activité physique adaptée, toutes les structures avec lesquelles nous sommes en relation, en partenariat ou autre, afin de faire connaître ce dispositif, cette formation. Nous, on en a pris connaissance lors de notre séminaire régional au niveau PACA, du coup, avec l'ARS et la DRAGES qui avait été organisé à Aix. Ça avait déjà été très intéressant sur ce sujet-là. Maintenant, il faudrait un lien simple, en fait, vers lequel on pourrait orienter nos enseignants en activité physique adaptée, nos associations, les structures avec lesquelles on travaille pour que on puisse diffuser effectivement, parce que je trouve que c'est tout comme effectivement le PSE1, quelque chose de très important que de pouvoir accompagner autant physiquement que mentalement des publics qui sont dans tous les cas, même si un diagnostic n'a pas été posé, fragile mentalement dès qu'on souffre d'une maladie ou d'une douleur chronique. Merci Caroline. Christian, tu voulais Merci à rajouter vous. quelque chose? Juste, on prend en compte, Caroline, hein, cette demande et on va voir dans quelle mesure, effectivement, on va répondre à ces 2 axes de communication possibles, de faciliter un affichage ou un lien pour que l'ensemble du mouvement sportif puisse effectivement permettre de faciliter cet accès aux gens qui auraient des problèmes de santé mentale. Oui. On voit bien au fil des interventions et du questionnement, et notamment du questionnement aussi dans le chat, hein, que la question de l'information et la question de la formation sont très importantes, puisqu'il y a une personne qui demande est-ce qu'il y a des outils pour accueillir du public en situation de handicap. Donc, effectivement, il y a peut-être là des outils à construire. C'est vrai que sur le handicap, quand on parle du handicap moteur ou du handicap mental, il y a aujourd'hui des formations d'encadrants. La Fédération de sport adapté aussi sur le handicap mental met en place des formations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est peut-être au début de tout ce qui concerne le handicap psychique et la problématique de santé mentale. Donc, il y a peut-être des choses à construire au fil du temps. Le temps tourne, donc je vais être obligée de clôturer. Je vais vous partager rapidement justement une dernière diapo. Hop. Alors celle-là, c'est pas la bonne. J'ai ouvert tellement de choses dans mon ordinateur. Voilà, donc ça, celui-là, vous devez le voir.
Non. Donc voilà, je pense que donc là, hop, je vais aller vite à la fin. Voilà, donc 3 petites choses en fait. Effectivement, je voulais vous signaler en conclusion un guide qui s'appelle Santé mentale et activité physique. Je vous ai mis le lien que vous trouvez sur sport.gouv.fr. Donc là aussi, vous avez pas mal d'informations. Des ressources, ça a été évoqué aussi par Aurélien, des centres ressources. Alors, il a parlé de l'ONAPS, il a indiqué aussi Azur Sport Santé, qui est un centre de ressources régional en lien avec l'Agence régionale de santé, avec l'ARS, qui est vraiment le centre ressources lié à l'ARS sur la partie, on va dire, opérationnelle. Donc, sur leur site aussi, vous pouvez trouver vraiment beaucoup de choses. Des supports, des affiches, de la sensibilisation ou liés aussi à leurs actions. Ils sont très actifs. Et puis, vous avez le pôle ressources nationales sport santé qui émane du ministère des Sports et là aussi qui est vraiment très, très intéressant avec des fiches pratiques. Et notamment, il y a une fiche pratique qui a été faite par l'association Le DALIR sur justement une séance et l'accueil d'un public en situation de handicap psychique. Donc, qui peut déjà peut-être vous apporter on va dire, un premier socle en fonction des activités que vous pouvez mettre. Et enfin, donc on vous l'a dit, nous, on souhaite s'emparer vraiment de la formation au premier secours en santé mentale dans le cadre du mouvement sportif, puisque ces formations existent. Il y en a même, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce que vous faites, hein. Elles peuvent être parfois proposées aussi par des structures comme l'ARS, par beaucoup de structures. Nous, on va vous la proposer les 13 et 14 novembre 2025, donc dans les locaux du CROSS en présentiel avec Patrick. Voilà, on pense que le faire avec uniquement des personnes du mouvement sportif, lui donner cette connotation du monde du sport et a son importance aujourd'hui pour eh bien aussi démocratiser et sortir des tabous sur la santé mentale. Et puis, vous avez beaucoup évoqué vous avez parlé du burn-out et du milieu professionnel. Simplement pour vous dire que c'est le thème de notre prochain webinaire qui aura lieu cet automne. Oui. Donc, la date n'est pas encore fixée. Ce sera sûrement fin septembre, début octobre, où nous avons choisi d'évoquer les problématiques en fait, de la santé mentale au travail. Et du coup, on y rajoutera sous l'impulsion de ce que nous ont dit Maya et Jonas, hein, parce que le sport en entreprise est un outil pour la santé mentale au travail et la qualité de vie, mais peut-être que le milieu du sport est lui aussi parfois, entre guillemets, hein, maltraitant en tant que lieu de travail, que ce soit pour des bénévoles ou des salariés. Donc peut-être c'est un point sur lequel il va falloir qu'on soit attentif. Voilà, donc ce sera notre prochain webinaire et on y associera d'ailleurs, parce qu'on voulait apporter la thématique aussi de la pression, du burn-out, on y associera sûrement aussi un témoignage aussi sur ce qu'est aujourd'hui le monde étudiant, qui lui aussi, dans le cadre des études universitaires, des écoles, peut donner lieu et où on ne fait plus beaucoup de sport généralement, donner lieu à des situations de fragilité mentale. Voilà, on s'est placé sous le signe de cette année de la grande cause nationale. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence. Ce webinaire a été enregistré, donc d'ici fin de semaine, il sera sur notre chaîne YouTube Cross Région Sud. J'ai enlevé le partage d'écran avec les petites infos. Si vous en êtes OK, je vous enverrai par mail du coup un petit récap des infos qui ont pu être données dans le chat et dans les diapos. Si vous n'avez pas eu le temps de les donner, je vous ferai parvenir cela demain. Voilà. Merci à tous. Merci Aurélien, merci Pascaline, merci Patrick. Merci Véronique, merci à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation à tous. Voilà, un petit bonjour spécial à beaucoup de personnes que j'ai pu côtoyer dans le cadre de la formation sport sur prescription médicale au CROSS, dans le cadre aussi du DES de directeur de structure sportive au CREPS et aussi dans le cadre des collectivités. Donc, merci à tous et toutes en tout cas de votre présence. Merci. Bonne continuation à tous et à très bientôt pour le prochain webinaire. Merci. Merci, au revoir.